Au cœur de l'Empire du Milieu, Pékin. Et au centre de Pékin, Gugong. La cité interdite. Gugong, c'est un peu l'autre Louvre. Car ici aussi, pendant 6 siècles, s'est exercé le pouvoir. Celui des empereurs d'un des pays les plus puissants du monde. Dans ce palais, à 6000 km du Louvre, s'est écrite une autre histoire. Celle d'un autre monde. Mais cette histoire est-elle si différente de la nôtre? Pas si sûre. Il est 8h30. Les portes de la cité ouvrent au public, comme tous les matins. Et nous grimpons au sommet de la porte du Midi. D'ici, nous allons découvrir à quel point, comme au Louvre, l'architecture est au service du souverain. Regardez, ici il y a 2 couleurs dominantes. Les toitures jaunes et les murs et les colonnes qui sont rouges. Pourquoi y a-t-il du jaune? Le jaune, selon un proverbe chinois, c'est la couleur de la terre. Et la terre, c'est le centre des 5 éléments. Donc cela veut dire que l'empereur est au centre du monde. C'est le Tout-Puissant. Pourquoi y a-t-il du rouge? Le rouge, c'est le feu. Et le feu symbolise la prospérité. Donc par cette couleur, on signifie que l'on souhaite la prospérité de l'Empire. Ici, les symboles rappellent que l'empereur est un intermédiaire entre les cieux et les hommes, tout comme les rois de France. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tous ceux qui entrent à la cité interdite remarquent ces portes sur lesquelles il y a, horizontalement et verticalement, 9 clous dorés. En chinois, on dit qu'il y a 9 couches de ciel. C'est donc le chiffre céleste, celui qui représente l'empereur. Un chiffre 9 qui rythme toute l'architecture du palais. Car c'est le chiffre le plus élevé qui existe. Et de ce fait, seul l'empereur peut le posséder. Ces portes cloutées, 12 millions de visiteurs les franchissent chaque année. 70% sont chinois. Mais ce matin, parmi eux, un Français, Jean-Paul Desroches, le commissaire de l'exposition Cité interdite au Louvre. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans les réserves avec son homologue chinois, Monsieur Lu. Ensemble, ils vont passer en revue les œuvres qui feront le grand voyage. Des œuvres qui nous racontent 7 siècles de relations diplomatiques et artistiques. Comme ces portraits, fragiles et rares, de membres de la famille impériale. Ils datent du XIIIe siècle, le début de notre histoire commune. C'est une pièce que je découvre, puisque je l'ai découverte en photo avant, mais c'est très, très émouvant. Ce sont des portraits extrêmement simples, mais forts. À cette époque, la puissance de ces empereurs mongols est immense. Leur empire s'étend jusqu'aux portes de l'Europe. Ils tentent même des incursions jusqu'à Vienne. Le roi de France, c'est alors Philippe le Bel. Il reçoit en 1289 une missive de l'empereur de Chine qui propose un projet fou. Un partage du monde. Le monde, à l'époque, c'est 3 puissances. À l'ouest, globalement, c'est la chrétienté. Au milieu, c'est le monde de l'islam autour des Mamelouks. Et à l'est, c'est l'empire mongol. Alors, en 1289, la missive est extrêmement claire. Le souverain mongol dit au roi de France, « Écoutez, si nous gagnons, je vous donne la ville de Jérusalem en récompense. » En fait, ces courriers arrivent trop tard, parce que déjà,
Saint-Jean d'Acre, la vraie place forte croisée, est tombée. Et finalement, ces courriers ne seront sans suite et sans réponse. Le projet diplomatique n'aboutit pas, mais les relations commerciales, elles, se renforcent. Par voie de terre, sur les traces de Marco Polo, puis dès le XVe siècle, par voie de mer, en doublant le cap de Bonne-Espérance. Dans les soutes, des merveilles qui vont bouleverser l'Occident. Des porcelaines. 4 des plus beaux spécimens de la cité interdite seront exposés au Louvre en octobre. Regardez, cette pièce date de l'empereur Yongle, le fondateur de la cité interdite. C'est une pièce très pure de porcelaine blanche. Regardez cette finesse. C'est comme une feuille de papier. On dit que le bol est fin comme une lame de couteau. Et ça, c'était très difficile à fabriquer. Regardez aussi ces autres pièces. Quand on les fait rouler sur elles-mêmes, on dirait un tableau. La taille et la finesse de ces objets sont absolument parfaites. C'est conçu pour... on peut faire le tour. À la différence de l'art occidental qui bloque, à cause de l'idée de peinture, on bloque une face. Chaque vase a une face, et puis on ne peut pas en faire le tour. Ici, vous faites le tour, il y a une histoire, et elle continue sans arrêt. L'Occident est envoûté. C'est une matière dont on ne comprend pas l'origine. À l'époque, on a des terres grossières avec un revêtement grossier. Là, qu'est-ce que c'est que cette matière? D'où vient-elle? Il y a quelque chose de magique. Hein. Et si on grossit ces pièces, c'est un univers de bulles cristallisées. Et quand on regarde la pièce, il y a une espèce de profondeur magique, insaisissable. Alors là, ça a totalement fasciné l'Occident. Hein. François Ier s'entiche de ces bleus et blancs et leur dédie un cabinet de curiosités à Fontainebleau. Très vite, les importations s'accélèrent. 5000 pièces par an à la fin du XVIIe siècle, 300 000 un siècle plus tard. Et ce n'est pas encore assez pour satisfaire la demande. Alors la Chine va tout simplement se faire copier par la France. À droite, un original. À gauche, une copie en faïence de la manufacture de Lille. On cherche à imiter, mais on n'obtient pas du tout le résultat. On a un aspect de surface qui est beaucoup plus mat. On n'a pas cette même brillance, on n'a pas cette même transparence de la couverte, notamment au niveau du bleu. En revanche, les copies de la manufacture de Saint-Cloud, elles, pourraient faire illusion. Là, déjà, on perçoit, pour le blanc, quelque chose de plus laiteux, de plus moelleux aussi. Et puis, dans l'obtention des bleus, là, on est pratiquement à l'identique de la pièce chinoise. Mais ne nous y trompons pas, du point de vue de la pâte, nous n'avons toujours pas de la porcelaine dure. Car pour obtenir cette pâte si dure et si fine, les Chinois ont un secret. On sait que parmi les composants, il y a ce fameux kaolin, mais dans les gisements dont l'Europe dispose, eh bien, il n'y a pas cette terre, ou tout du moins, on n'en a pas encore fait la découverte. Il faudra donc attendre 1767 et la découverte de kaolin à Limoges pour égaler les Chinois. Du kaolin grâce auquel Limoges est donc devenu Limoges. En attendant, avec ses copies, Louis XIV se fait ériger un Trianon de porcelaine, entièrement couvert de céramique bleue et blanche, en pâte tendre. Tendre, trop tendre. En quelques années, le rêve chinois se fissure. Il est rasé. Le roi Soleil veut aussi faire rayonner le savoir-faire français. Alors, il arme l'Amphitrite, un puissant navire chargé de miroirs et d'horloges. Direction, la cité interdite. Certaines de ces horloges se trouvent toujours ici. Et pour les découvrir, il faut quitter le quartier officiel pour entrer dans la partie la plus intime de la cité. Un dédale de portes et de cours.
Ici, l'empereur régnait sur une armée d'épouses et de concubines, servies par des eunuques. Et c'est à l'abri des regards, dans une cour de concubines fermée au public, que se trouve aujourd'hui l'atelier de restauration des horloges. Et ici, il y a du travail à temps plein pour 2 spécialistes. Car l'empereur Qianlong, subjugué par ces mécaniques inconnues, initia une incroyable collection. Avec des modèles venus de France, puis de toute l'Europe. Voici la plus ancienne de ces horloges. On a longtemps cru qu'elle était chinoise, mais en fait elle est française. Et elle date justement de Louis XIV. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 4 caractères chinois qui disent « fabriqué sous le règne de Qianlong ». Donc pendant longtemps, on a cru que c'était une horloge chinoise créée à partir de la technique française. Mais on s'est rendu compte en fait qu'elle avait été restaurée durant le règne de Qianlong, qu'on avait gardé la structure et qu'on avait modifié des détails, comme la partie entre les personnages au-dessous du cadran. Avant, elle était vide. On voyait le balancier. Mais lors de la restauration, on a incrusté des motifs de nuages très chinois. Cette horloge date donc de Louis XIV, et l'auteur était un artisan de la manufacture royale. Donc on pense que c'est une horloge qui faisait peut-être partie des cadeaux que votre roi, Louis XIV, a envoyés à notre empereur. Les Chinois maquillent les horloges françaises, mais ils apprennent aussi très vite. Et ils s'adaptent. Sur cette horloge, 12 heures sont gravées sur le cadran, à l'occidental. Mais le mécanisme, lui, est chinois. Pendant la nuit, elle sonne toutes les 2 heures, comme le veut la tradition chinoise. Et pendant la journée, elle sonne toutes les heures, comme en Occident. C'est une magnifique combinaison d'Orient et d'Occident. Art français sinisé ou art chinois francisé? Les influences réciproques ne vont plus cesser. Au Louvre, voici une autre de ces magnifiques combinaisons. Cette commode Louis XV, incrustée de lacs de Chine. Des lacs qui proviennent de paravents chinois. Découpés, émincés, moulés à chaud, ils ont ensuite été plaqués sur cette commode Louis XV. Une pratique courante à l'époque, comme nous l'explique le conservateur Marc Bascou. C'est assez barbare comme traitement objectivement, mais en même temps, c'est une réinterprétation, une réappropriation de ces décors. Des décors qui sont tirés généralement de contes populaires. C'est un décor de chasseurs, vous avez bien voyez, les chasseurs à cheval, il y en a plusieurs ici. Il y a 2 ici, un 3e qui suit, encore un 4e en bas, et d'autres chasseurs qui attendent ici en groupe, dans un paysage très imaginaire, hein, qui est une des particularités de ce type de lac. Des scènes sur lesquelles on n'a pas hésité à rajouter des dorures, qui sont, elles, typiquement Louis XV. Il y a une intelligence, vous voyez, ce qui est amusant, c'est le jeu des contours dans les plages colorées dans le paysage, et c'est ce jeu des contours qu'on retrouve exactement dans les bronzes dorés. C'est là où il y a vraiment une intelligence formelle entre le modèle chinois et son appropriation par un artiste parisien. Il y a vraiment un style parisien qui s'affirme, et c'est vrai qu'il y a eu un succès considérable pendant tout le XVIIIe siècle. Le mélange est une réussite. Au XVIIIe siècle, les influences croisées se multiplient et les œuvres d'art transitent sans cesse. D'ailleurs, le port d'attache des navires de commerce a été baptisé l'Orient, avec une apostrophe, symbole de toute une époque.
À bord, des portraits équestres de Louis XV qui poussent Tianlong à se faire lui aussi représenter à cheval, une première en Chine. Perruque et jabot, l'empereur Yongzheng se fait même immortaliser vêtu à l'occidental. Mais sous le Second Empire, 5 siècles de relations artistiques et diplomatiques vont brutalement se briser, avec les guerres de l'opium. Anglais et Français pillent le palais d'été. Une splendeur de jardins et de lacs, située à quelques kilomètres de la cité interdite. Le butin est ramené en France, un trésor de guerre offert à l'impératrice Eugénie, qui, dit-on, s'en serait bien passée. Son admiration pour le pays du milieu est en effet réelle. Alors, à Fontainebleau, elle va protéger ces merveilles, éviter leur éparpillement en créant un musée chinois. Sur ses deniers personnels, elle enrichit même la collection en achetant des pièces aux marchands d'art parisiens. Ce musée, attenant à ses appartements, restera son refuge jusqu'à ce que l'Empire s'effondre en 1870. De l'autre côté du monde, l'Empire vit aussi ses dernières années. À la cité interdite, une femme est aux commandes. Dans la salle de l'harmonie suprême où se trouve le trône du Fils du Ciel, elle a fait installer un rideau, aujourd'hui disparu, derrière lequel elle gouverne l'Empire. Cette femme, c'est la fameuse impératrice Cixi. Concubine élevée au rang d'impératrice douairière, elle fait monter son fils sur le trône, puis son neveu, le célèbre Puyi, le dernier empereur, qu'elle manipule d'une main de fer. Une main de fer dans un gant de velours. Ceci met aussi la féminité à l'honneur. Elle encourage les femmes à débander leurs pieds. Cette tradition, qui avait cours en Chine depuis le Xe siècle, symbolisait la richesse et la distinction. Une pratique barbare et handicapante. L'une de ces robes va faire le voyage jusqu'au Louvre. Une robe qui en dit long sur cette maîtresse femme. La robe est comme une camisole qui tombe sur le corps et qui abolit le corps. Le corps disparaît, mais nous sommes à la fin de cette dynastie et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que au lieu d'avoir des conventions, comme on voyait toujours, des symboles, il y a déjà une espèce de liberté de ton assez extraordinaire dans cette robe. Le décor floral, son aspect très séduisant, c'est déjà considéré la femme fleur. Et une mise en valeur de la personne. Si vous voulez, derrière, il y a déjà un visage. Avant, on était dans la fonction. Et on sort dans la fonction pour entrer un peu dans la séduction. Et ça, c'est un événement. Ces motifs floraux vont eux aussi bientôt inspirer nos artistes français, ceux de l'Art Nouveau. Mais cela, c'est une autre histoire. Une histoire entre Chine et France qui va continuer de s'écrire, mais sans roi ni empereur cette fois.